Bonjour tout le monde. Bienvenue du coup dans cette deuxième édition de Circulaire. Après une première édition qui était consacrée à une introduction générale sur l'économie circulaire en ESS en Bretagne, on va se consacrer cette fois-ci sur le réemploi social et solidaire. Et du coup, pour commencer, je me présente en 2 mots. Donc, Émilie Beignet, je suis chargée de mission réemploi à la CRES Bretagne. Hop, si j'arrive à faire défiler ma présentation, ça y est. Donc la CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est une association qui fédère les réseaux de l'ESS avec 2 ambitions. D'une part, promouvoir l'ESS auprès du grand public et des pouvoirs publics et soutenir le développement des acteurs de l'ESS dans leur pratique également. Nous sommes engagés sur un programme d'action sur le champ de l'économie circulaire depuis 2017 et comme sur l'ensemble de nos actions, on travaille à ce sujet en lien étroit avec un écosystème territorial qui est composé d'une part des pôles de développement de l'ESS qui sont structurés à l'échelle des pays que vous voyez là sur la carte et des tags qui sont structurés à l'échelle départementale et qui vont avoir pour objet de soutenir l'émergence de projets d'économie sociale et solidaire dans les territoires. Je précise dès maintenant que si vous avez des questions dans le cadre de la présentation là, de ce matin, n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On va prendre le temps d'y répondre en milieu de présentation et puis en fin de présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots de rappel sur le périmètre dans lequel on s'inscrit. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre qui est adapté à tous les secteurs de l'activité humaine et qui a été, dont le périmètre a été défini par une loi de 2014. Et cette loi précise que font partie de l'ESS les entreprises et sociétés de personnes, et non de capitaux, qui recherchent un intérêt collectif avant tout, qui sont basés sur un principe démocratique, donc une personne a une voix au chapitre dans les prises de décision, et dont les excédents sont majoritairement réinvestis dans les projets de la structure. En termes de statut, ces structures peuvent prendre différentes formes, puisque l'ESS rassemble les associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales. Et en Bretagne, du coup, ça concerne plus de 10 000 structures. Pour ce qui est du réemploi social et solidaire, ce qui nous réunit ce matin, ce sont des opérations qui sont menées par des structures qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire de par leur statut et leurs valeurs, qui s'approvisionnent principalement en rachat sous forme de dons ou en point d'apport volontaire, et par lesquels des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Donc on va avoir l'occasion de revenir dessus, mais en Bretagne, donc, on a recensé 80 structures de réemploi social et solidaire. Du coup, pour ce matin, ce qu'on vous propose, c'est de découper la présentation en 2 temps. Un premier temps de présentation du panorama des dynamiques de réemploi social et solidaire en Bretagne, et un deuxième qui sera consacré aux différentes modalités de partenariat possibles entre les EPCI et les recycleries et ressourceries, parce que c'est un sujet sur lequel on est régulièrement questionné. Donc voilà pour le programme. Je laisse la parole de ce pas à mon collègue Baptiste Bertrand, qui a mené un travail d'enquête auprès des structures de réemploi en ESS depuis le début de l'année. Je disais merci, Émilie. Donc oui, je suis Baptiste Bertrand, je suis chargé de projet économie circulaire à la CRES, notamment sur l'accueil, le suivi, l'accompagnement des porteurs de projets d'activités de réemploi et sur l'observation des activités d'économie circulaire, sociale et solidaire. Donc comme le disait Émilie, on a réalisé là en début d'année 2021 une enquête auprès des acteurs du réemploi social et solidaire en Bretagne, qui faisait suite à une première enquête qui a déjà été menée en 2018. Et donc, ça nous a permis de dresser un panorama des acteurs du réemploi social et solidaire, ainsi qu'une cartographie réalisée en partenariat avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, cartographie qui est en cours de mise à jour et qui devrait normalement être disponible en ligne d'ici au mois de juillet. Alors, à travers cette enquête, nous avons recensé 80 structures ESS de réemploi
pour 137 sites, certaines structures disposant de plusieurs sites. Et l'un des principaux enseignements de cette enquête, c'est le développement du secteur et la très forte croissance du nombre d'acteurs ESS du réemploi, qu'ils soient généralistes ou spécialisés. Ainsi, le nombre d'acteurs de réemploi ESS a augmenté en moins de 4 ans de 33%. Et pas moins de 15 projets ont été recensés, le nombre réel étant vraisemblablement supérieur, parce qu'il y en a certains qui, a priori, sont passés à travers les mailles du filet, mais qu'on reverra à un moment. Ces structures de réemploi ESS, elles sont majoritairement généralistes. Il y en avait 54 en 2000, enfin, il y en a 54 en 2021. On entend par généraliste des structures qui sont multiflux, qui vont traiter différents types d'objets ou de matières, en opposition aux structures monoflux qui vont être spécialisées dans un seul type d'objet ou de matière. Ça, on y reviendra un peu après. Et ces dernières années, le développement de ce secteur généraliste, il est assez largement dû à des initiatives de la société civile, qui sont généralement structurées en associations pour porter et développer leurs projets. Et on a une mobilisation citoyenne qui est véritablement au cœur de ces dynamiques-là d'activités de réemploi ESS et qui va aboutir à la création de nouvelles structures et activités de réemploi. Alors, les structures spécialisées et monoflux, elles se développent également fortement. Elles sont désormais au nombre de 26. Elles couvrent un certain nombre de flux, toujours plus de flux. On voit vraiment une spécialisation des acteurs. Alors, il y a des flux, on va dire, historiques, comme les textiles, les vélos, qui sont présents depuis assez longtemps et qui sont les flux les plus représentés. Mais on retrouve aussi un développement des structures spécialisées dans les matériaux et également des structures qui sont spécialisées dans les jouets et les jeux ou encore le matériel médical. Alors, toutes ces structures elles permettent bien sûr de réemployer une certaine quantité d'objets. Ainsi, on estime que 3460 tonnes de matières et d'objets ont été réemployés en 2019. On n'a pas pris en compte 2020 parce qu'on estimait que c'était une année quand même particulière. Donc par 28 structures, soit 35% des structures ESS bretonnes de réemploi qui ont pu fournir ces données, toutes n'ayant pas ces données, parce que toutes ne pesant pas en fait les flux qu'elles reçoivent et qu'elles réemploient. Alors avec une extrapolation pour les 80 structures, le chiffre il serait de 9886 tonnes réemployées en Bretagne. Alors c'est une projection qui reste bien sûr approximative au vu du nombre de données récoltées, mais qui peut permettre de se rendre compte des ordres de grandeur. Au-delà du réemploi, ces structures elles sont également pourvoyeuses d'emplois. Ainsi, on comptait au sein d'elles 674 équivalents temps plein salariés en 2019, dont 346 ETP CDI et 263 ETP compagnons qui sont spécifiques aux communautés Emmaüs, qui sont un peu les acteurs historiques du réemploi social et solidaire généraliste. Sachant que, encore une fois, toutes les structures n'ont pas répondu. Là, il y a 45 structures qui ont répondu à ces questions. Et donc, 56% des structures ESS bretonnes de réemploi. Elles sont également pourvoyeuses d'engagement et de lien social. Ainsi, on estime, toujours d'après les données et réponses récoltées, environ 3500 personnes bénévoles qui participent à ces activités de réemploi solidaire, ce qui montre là encore la forte mobilisation citoyenne autour de ces projets. Et enfin, mais on y reviendra plus tard dans la présentation, il y a 56 acteurs du réemploi social et solidaire qui ont au moins un partenariat avec au moins une collectivité locale. Donc, Émilie, si tu peux passer la suivante. Alors, cette forte croissance en fait, des acteurs du réemploi social et solidaire, elle s'observe surtout ces dernières années dans des territoires qui ne disposent pas ou peu de structures de réemploi, notamment généralistes à proximité. En termes de couverture territoriale, on peut ainsi observer un développement progressif de ces activités dans les petites villes et les espaces ruraux. Alors, même s'il y avait déjà un certain nombre d'activités de réemploi dans des petites villes et des espaces ruraux, mais on sent vraiment une diffusion en fait, à ce type d'espace-là. Et c'est une tendance qui permet d'affiner progressivement le maillage du territoire breton. Alors, à travers la carte là, qui est à l'écran et qui sera bientôt présente sur le site de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, sur laquelle vous pourrez zoomer, cliquer pour voir à quels acteurs correspondent les cercles, etc. Et quelles sont ces activités. On peut voir ce maillage progressif, sachant que là sont également représentés les projets. Alors, maillage qui est encore incomplet par endroit, on peut le voir sur un certain nombre d'endroits de la région, notamment sur des flux spécialisés. La plupart des acteurs étaient encore généralistes. Alors, cette notion de maillage étant à devenir de plus en plus importante,
et prépondérante en fait dans les relations entre les acteurs, du fait du développement du nombre de projets, du développement du nombre d'acteurs, de flux couverts, etc. Et dans ce cadre-là, il y a notamment les collectivités qui peuvent avoir un rôle à jouer en tant qu'animateurs, accompagnateurs sur le territoire au niveau local, pour que ces projets soient vraiment adaptés au territoire, aux besoins du territoire, et pour trouver vraiment de la complémentarité, du dialogue entre les projets, parce que c'est ça qui fait aussi la force de ces projets et qui font qu'ils se développent plutôt bien. Émilie, tu peux passer à la suivante. En termes de statut juridique, la majorité des acteurs ESS du réemploi en Bretagne, et notamment, là on a distingué les recycleries parce que ça fait partie quand même des acteurs les plus importants en nombre et les plus visibles et les plus connus aussi, des acteurs du réemploi ESS. Donc la majorité de ces acteurs ESS du réemploi, et notamment les recycleries, sont des associations employeuses, représentant plus de la moitié de tous les acteurs. Et on trouve également un certain nombre d'associations bénévoles, soit sur des activités qui démarrent et qui n'ont pas encore de salariés, d'activités suffisantes pour avoir des salariés, soit sur des activités qui sont volontairement bénévoles. Ça se retrouve assez fréquemment, par exemple, dans les activités de réemploi de vélos ou encore de matériel informatique. On trouve également un certain nombre d'OACAS, ce sont des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, qui sont en fait des communautés Emmaüs, qui sont, comme je l'ai déjà dit, des acteurs historiques du réemploi social et solidaire en Bretagne, et qui sont au nombre de 7. On trouve également des sociétés, alors à la fois ESS et hors du champ de l'ESS. Dans le société ESS, il y a des SCOP, donc sociétés coopératives et participatives, des SIC, qui sont également des coopératives, des entreprises solidaires ayant l'agrément ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale, ainsi qu'un fonds de dotation. Et là, ce qui a remarqué, c'est que ces sociétés ESS, pour le coup, elles ne sont pas du tout dans le champ, ou quasi pas du tout dans le champ d'activité des recycleries ressourceries, mais plutôt dans des champs plus spécialisés et plus spécifiques. Il y a également donc 3 sociétés non ESS qui sont en fait des auto-entreprises qui se prénomment recycleries et qui ont les mêmes valeurs, la même vocation et les mêmes activités que les acteurs strictement ESS aux yeux de la loi. Et donc, on les a inclus dans ce panorama et cette cartographie. Et enfin, on retrouve 2 recycleries, en l'occurrence, qui sont gérées par des EPCI via un dispositif de chantier d'insertion. Et en termes de structuration sociale, il faut noter que, contrairement à peut-être certaines idées reçues, les structures d'insertion par l'activité économique, que ce soit des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, encore des entreprises adaptées, elles ne sont pas majoritaires dans le réemploi ESS en Bretagne. Elles représentent ainsi 21 structures sur 80 au total, et 13 recycleries, ressourceries sur les 59 que compte la région. Je précise parce qu'en fait, quand on regarde par exemple les adhérents au réseau national des ressourceries, il s'avère que la majorité sont des structures d'insertion par activité économique. Et donc, en Bretagne, c'est un peu le cas inverse. Et parmi ces SIAE, il y a un peu plus de la moitié qui sont des acteurs spécialisés. Donc, voilà. Et maintenant, sur les activités, alors les acteurs du réemploi SS, ils partagent, on va dire, 3 grandes fonctions, 3 grands types d'activités. Même si selon les acteurs, ces activités sont faites de manière différente et n'ont pas la même ampleur. Il y a tout d'abord la collecte qui peut se faire de différentes manières, avec, dans l'ordre décroissant de prépondérance selon l'enquête, la plus fréquente et de loin, c'est la collecte en apport volontaire, donc directement sur site avec des plages précises d'horaire. La collecte à domicile, qui se fait généralement sur rendez-vous. Il faut savoir que il n'y a pas de modèle spécifique, chacun adapte. Et par exemple, certains acteurs font payer la prestation, d'autres non. Ça va dépendre du territoire, de l'activité de la structure, de son modèle, de l'historique, etc. Enfin voilà, il y a des cas très spécifiques. Troisièmement, les collectes en déchetterie via des caissons de réemploi qui nécessitent bien entendu aux acteurs de conventionner avec la collectivité gestionnaire.
Il y a également la collecte auprès des professionnels qui est assez fréquente, mine de rien, ça on a été un peu surpris. Et de manière plus marginale par rapport aux autres, il y a les collectes en conteneurs ou auprès de partenaires. Et généralement, ces collectes, ça concerne voilà, quelques acteurs et des flux très, très particuliers, très spécialisés. Il y a la deuxième fonction, c'est la valorisation qui comporte différents process, en fait. Ça peut être le tri, le nettoyage, la réparation, le reconditionnement ou encore le relooking. Ces différents process, ils peuvent être très variables selon les flux, les acteurs, leurs compétences ou encore leurs possibilités techniques ou temporelles de réaliser ces différentes activités de valorisation. Et enfin, troisième grande fonction partagée, c'est la vente à bas prix qui se fait quasi obligatoirement dans une boutique dédiée, qui commence à se développer sur Internet via certaines plateformes dédiées au réemploi et aussi via des boutiques partenaires. Alors là encore, c'est pour des flux très spécifiques, par exemple pour les jouets. Au-delà de ces trois activités socles, les structures de remploi social et solidaire, elles sont aussi des espaces de rencontre, de mobilisation citoyenne, des supports à de nombreuses activités. Ainsi, elle propose par exemple, alors pour les activités les plus courantes, des actions de sensibilisation à la prévention des déchets, d'éducation à l'environnement, d'ateliers do-it-yourself, de bricolage ou encore de réparation. Donc plutôt des actions de sensibilisation, de prévention au sens large, qui sont assez fréquentes chez ces acteurs-là, notamment dans les recycleries. Mais également des activités qui se développent de plus en plus de mise à disposition de matériel, de vente ou de mise à disposition de pièces détachées, d'actions de solidarité qui peuvent être ponctuelles comme très régulières et qui sont généralement en partenariat avec d'autres acteurs. Voire, alors là, pour le moment, c'est très, très particulier, mais peut-être que ça se développera à l'avenir, même un espace de coworking au sein d'une recyclerie. Ainsi, les structures de remploi social et solidaire, elles ont des activités variées qui ne se limitent pas à la collecte et à la revente d'objets, même si c'est le cœur de leur activité et le cœur de leur modèle économique. Et elles participent fortement par leurs activités, par la mobilisation citoyenne ou encore par leur rôle social et environnemental aux dynamiques des territoires où elles sont implantées. Du coup, Émilie, tu peux continuer. Alors après les chiffres, on va voir quelques exemples pour illustrer un peu l'étendue des acteurs, des interventions possibles de ces acteurs du remploi social et solidaire. Donc, on propose un petit quiz. Alors, pour ceux qui avaient participé au premier circulaire, c'est un peu le même principe. On va vous présenter des images d'activités de réemploi ESS et vous allez devoir nous dire quel type d'activité ça illustre, voire, si vous êtes vraiment très bon, de quel acteur il s'agit. Donc là, on va laisser une quinzaine de secondes par image et pendant ce temps, vous pouvez répondre, donner vos propositions dans la conversation. Et voilà, et ensuite, moi, je vous dévoilerai si vous avez eu raison ou pas. Donc, on peut commencer déjà avec cette photo-là de mobilier, du coup. À quoi est-ce que ça vous parle ou pas? Je vois qu'il y a des réponses. Oui, c'est effectivement de l'upcycling de mobilier. Alors là, je vois qu'il y a même marqué structure brestoise. Là, en l'occurrence, c'est pas une structure brestoise, mais presque, c'est une structure finistérienne. C'est vrai qu'il s'agit d'upcycling réalisé par la ressourcerie Cap Solidarité West Cornouailles, pardon, qui est située au sud-ouest du Finistère, dans le cadre de son atelier La Refabrique, qui est un atelier, donc, comme son nom l'indique, de refabrication de meubles et de matières dans une logique de réemploi, réutilisation, pour mieux valoriser, produire de la valeur ajoutée en s'appuyant sur les ressources dont la structure dispose, que ce soit des objets, des compétences ou des savoir-faire internes. Et effectivement, je vois que au courant, par exemple, une première commande a été réalisée pour la région Bretagne, pour une de ses antennes, donc sur le territoire, a priori à Quimper, en se basant sur du mobilier utilisé par la région et des objets collectés par la ressourcerie. Et en parallèle, il est prévu aussi que les outils de cet atelier soient mutualisés pour être mis, par exemple, à disposition de créatifs du territoire pour
animer des ateliers avec le grand public dans un but de partage et d'apprentissage au sens large. Et alors, au-delà de cet exemple d'upcycling mobilier, donc il y en a d'autres dans d'autres recycleries, mais parmi les 59 recycleries et ressourceries qui existent en Bretagne, il y en a un certain nombre et de plus en plus qui développent des ateliers, activités spécifiques en fonction des besoins du territoire, des partenariats ou encore des compétences et des appétences des salariés et des bénévoles. Donc des activités parallèles à la collecte finalement et à la vente qui se développent de plus en plus, d'upcycling de manière générale. On peut passer à l'image suivante. Oui, désolé pour les couacs de défilé, j'ai des problèmes techniques. Donc pareil, vous avez une quinzaine de secondes pour dire que représente cette image, quel type d'activité en fait de réemploi. Bon, il y a eu effectivement la bonne réponse dès la première réponse. C'était un chantier même s'il y a eu des précisions ensuite, un chantier de déconstruction sélective réalisé par le REPER, donc qui est une recyclerie de matériaux située à Pleyber-Christ, à côté de Morlaix. Donc l'association, elle emploie 4 salariés et elle collecte et réemploie des matériaux et objets de construction issus notamment de chantiers de déconstruction, mais pas que, tels que par exemple des tuiles, du bois, des portes, de la peinture, des outils divers et variés, etc. Et un peu dans la même dynamique que ce que je vous ai parlé précédemment, elle souhaite aussi développer un atelier partagé ainsi que des actions de recherche, fabrication d'objets issus de déchets ou d'autres objets et matières avant qu'ils ne deviennent des déchets. Et les recycleries de matériaux, elles se développent fortement, en tout cas la thématique depuis quelques années. On en compte aujourd'hui 5 en Bretagne, 3 projets en émergence ainsi que de nombreuses réflexions en cours sur le sujet de ce réemploi des matériaux un peu partout en région Bretagne. Alors pareil, qu'est-ce que cette image représente ? Oui, donc effectivement, il s'agit en l'occurrence, pour illustrer l'activité d'Envie Autonomie 35, qui donc collecte des dispositifs techniques médicaux inutilisés, donc des fauteuils roulants, par exemple, des lits médicalisés, afin de les reconditionner pour les distribuer à des prix solidaires, aux particuliers, aux entreprises, avec toutes les garanties et conformités réglementaires. Et Envie Autonomie 35, donc c'est une entreprise d'insertion qui est juridiquement portée par Envie 35, que vous connaissez peut-être pour ses activités de collecte, de réparation, reconditionnement et de revente d'équipements électriques et électroniques. Pareil, si vous avez une idée de quoi il s'agit, je pense que oui. Donc là encore, bonne réponse dès le début. Il s'agit effectivement d'une chaîne de tri du Relais Bretagne, qui est une SCOP et entreprise d'insertion dont l'activité ne se résume pas qu'à cette image, parce qu'ils collectent donc essentiellement via des conteneurs
tri et réemploi des textiles, notamment via des boutiques dédiées. Et même s'il s'agit du relais, le relais n'est pas le seul acteur sur le sujet en Bretagne, hein, c'est l'un des principaux acteurs, mais pas le seul. On peut par exemple citer, dans le même domaine de collecte et réemploi textile, Habi29, Retritex ou encore Artex, qui disposent tous également de leurs espaces de réemploi et boutiques dédiées. Et au-delà d'eux, il existe aussi de nombreux acteurs du réemploi textile en Bretagne, notamment historiquement une forte présence d'associations solidaires et caritatives via un certain nombre de vestiaires, vestiboutiques ou boutiques solidaires, par exemple. Donc on peut passer à la dernière image, pour le coup. Donc là encore, de quoi s'agit-il ? Ouais, donc il s'agit effectivement de vente de jeux d'occasion, mais d'un acteur, parle bien d'un acteur qui n'est pas basé en Normandie, mais bien en Bretagne, donc qui est Tijouet, qui est une recyclerie en insertion donc, spécialisée dans la collecte, la valorisation et la revente de jeux et de jouets, et qui est basée à la Roche-Maurice, près de Landerneau, et qui est portée par l'association Don Bosco. Et donc Tijouet est vraiment spécialisé dans ce flux là des jouets, qui est un des flux très spécifiques, et travaille pour ça en partenariat avec beaucoup d'acteurs, que ce soit en amont ou en aval de l'activité de valorisation, qui est un peu le cœur finalement de leur activité. En amont pour la collecte de jouets, avec par exemple des recycleries généralistes, des commerces ou encore des centres sociaux ou culturels, et en aval pour la vente avec des boutiques partenaires, notamment des boutiques de jouets ou des espaces culturels. Et donc, comme je le disais, Tijouet fait partie de ces recycleries spécialisées sur un flux vraiment extrêmement spécifique, qui ne sont pas encore très nombreuses en Bretagne, mais qui tendent à se développer. Dans le même genre, on peut par exemple citer l'Équipière, qui est un projet de recyclerie d'articles de sport sur le bassin rennais. Donc voilà pour la partie un peu panorama des acteurs et du milieu du réemploi social et solidaire. Je ne sais pas si maintenant vous avez des questions par rapport à... Je me permets juste Oui, peut-être des petits éléments complémentaires là pour moi. finir de dresser ce panorama, justement avec des précisions en fait sur le contexte national et régional dans lequel s'inscrivent ces projets-là. Et notamment sur le contexte institutionnel, il y a pas mal d'évolutions ces derniers temps, notamment avec la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui a été adoptée en février 2020 et qui est venue en fait consacrer des ambitions revues à la hausse en matière d'objectifs de réemploi au niveau national, et qui vient aussi mettre en place des nouveaux moyens pour répondre à ces objectifs. Donc je citerai notamment la mise en place de nouvelles filières REP, donc la responsabilité élargie du producteur. C'est finalement une forme d'application du principe de pollueur-payeur. Et donc, il va y en avoir de nouvelles filières, notamment sur la partie des matériaux de construction, les jouets, vous l'avez cité là dans la conversation, et puis les articles de sport et loisirs, il y en a une petite dizaine. Et vont être associés à ces nouvelles filières REP également des fonds réemploi qui ont vocation à venir appuyer, soutenir les acteurs et les projets de réemploi. Il y a également des objectifs en matière de taux de réemploi dans la commande publique qui ont été instaurés par cette loi AGEC. Il y a un autre grand cadre de référence en Bretagne, c'est le plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui vient là aussi fixer des objectifs ambitieux en matière de réemploi, avec par exemple l'objectif de couverture territoriale en recyclerie et ressourcerie, et puis des objectifs de structuration par filière, notamment sur la question du textile et du BTP. Et puis, tout dernièrement, là, en avril dernier,
En cohérence du coup avec ces textes-là, et puis aussi dans le cadre du plan de relance, l'ADEME Bretagne a lancé un appel à projets sur les projets de réemploi, réutilisation, pour venir financer à la fois des études et des projets d'investissement. Donc voilà un peu pour le cadre institutionnel. Maintenant, si on s'attarde sur les dynamiques régionales portées par les acteurs eux-mêmes, il y a plusieurs éléments saillants, notables, notamment une structuration progressive d'un réseau régional des recycleries-ressourceries. Donc là-dessus, il y a un volet très opérationnel d'échange de pratiques, de mutualisation d'outils, de travaux, voire même de projets, et puis une dimension plus politique de structuration de ce réseau-là. Il y a un axe aussi de structuration de la montée en compétence des acteurs du réemploi social et solidaire, avec un projet d'université bretonne du réemploi. Et puis, il y a 2 axes qui vont être plus consacrés au renforcement et au développement de filières. Donc, là-dessus, je laisse la parole à ma collègue Bettina, qui est plus particulièrement en charge de ces questions-là. Si Oui. je veux dire 2 mots. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Bettina qui travaille également à la CRES Bretagne. Et donc, comme disait Émilie, je suis plutôt en charge de l'animation et de l'accompagnement ces espaces collectifs et de structuration de filières sur les thématiques textiles et réemploi des matériaux du bâtiment. Alors, sur le collectif régional textile, ça regroupe des structures qui ont été nommées précédemment par Baptiste, que ce soit des centres de tri collecteurs, mais aussi des recycleries qui font de la collecte et de la vente, des structures caritatives, des associations. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une filière qui est assez fragile, qui est un peu en crise, pour lequel le cours mondial il fait des bonds et des sauts. Et donc, il y a des problématiques de recherche de nouveaux exutoires avec ce matériau textile qui a une perte de valeur en seconde main. Donc, il y a pas mal de problématiques à traiter et qui se jouent. Et donc, l'idée, là, c'est d'animer ces espaces-là pour que les acteurs essayent de trouver des solutions locales aussi et des solutions de consolidation de la filière. Donc, pour le moment, on est plutôt en phase de diagnostic. Je suis en train de réaliser un diagnostic des flux et puis des enjeux qui se jouent au niveau des structures. Donc, ça, c'était pour avoir un petit panorama rapide de la filière textile. Et puis, il y a en effet, comme disait Baptiste, la filière des réemplois des matériaux du bâtiment, où là, c'est en pleine émergence, en pleine effervescence. Donc, il y a un besoin d'accompagnement de ce développement-là. Donc, il y a des espaces de rencontres et d'échanges de pratiques pour ces acteurs-là qui sont animés par la CRES. Et puis, il y a de l'outillage aussi avec notamment, je pense à la sortie d'une plaquette à destination justement des collectivités maîtres d'ouvrage pour essayer de faciliter ce réemploi et d'avoir une visibilité des acteurs qui interviennent. Et puis, il y a évidemment des buts de coopération entre ces acteurs-là qui commencent à répondre en commun sur des offres des opérations de chantier. Donc ça, c'était un petit peu un bref aperçu, sachant que cette problématique des filières de réemploi des matériaux du bâti, elle fera l'objet du prochain webinaire à la rentrée de 2021, la rentrée de septembre. Voilà pour un petit panorama rapide. Je crois qu'on a fini la première séquence, c'est ça? Oui, du coup, s'il y a des questions. Alors, je vois deux questions qui sont arrivées là. Peut-être je vais proposer, vu qu'il n'y en a pas énormément, donc il y a Cédric de West, de la communauté brocéliande, qui posait une question sur ces problématiques de mutualisation entre structures. Je ne sais pas si vous voulez poser directement votre question, ça peut être pas mal. Cédric, je ne sais pas si vous voulez poser votre question de vive voix. Ah, ça ne répond pas à l'appel. En tous les cas, la question était autour de quelle mutualisation gagnant-gagnant avec ces acteurs est envisageable.
et des mutualisations notamment de plateformes de revente, circuits d'apport, etc. etc. Mutualisation de matériel type pièces, notamment pour les vélos. Donc, je ne sais pas s'il y a des… C'est compliqué de répondre en ne sachant pas de quels acteurs il est question. Peut-être je veux bien prendre la parole pour répondre. Ouais, vas-y, les collègues, je suis la quatrième personne de l'équipe, je suis Amandine Bonneau. Là-dessus, en fait, il y a déjà des habitudes de travail par filière qui existent. Comme Bettina vient de le signaler, sur le textile, il y a des habitudes de travail très anciennes et aujourd'hui, pour l'essentiel, les 4 gros trieurs textiles bretons, que ce soit Abi 29, Artex Les Noëls, Retritex ou Le Relais, ont déjà des partenariats avec la quasi-totalité des recycleries et ressourceries et donc fonctionnent déjà ensemble. C'est le cas également sur le livre, où on a la chance d'avoir plusieurs acteurs spécialisés dans le livre en Bretagne, avec là aussi des nombreux partenariats existants. Et puis après, il y a des partenariats qui se développent sur d'autres filières quand il y a lieu. Alors, je pense notamment au réemploi de matériel informatique. Sur l'électroménager, c'est peut-être un petit peu moins le cas pour le moment, même s'il y a des perspectives qui se dessinent. Après, sur la problématique des pièces détachées, puisque vous posiez la question spécifiquement là-dessus, c'est une problématique plus large et plus nationale qui n'est pas forcément évidente à répondre, en tout cas économiquement. Si le sujet vous intéresse, il y a une étude qui a été conduite par l'ADEME il y a quelques années sur la faisabilité d'une filière de pièces détachées d'occasion et qui montre qu'il y a certaines conditions de faisabilité, mais qui sont qui sont pas forcément très très simples. Je vous remettrai dans le chat le lien vers l'étude si vous voulez regarder ça un petit peu plus en détail. Et après sur les vélos, il y a certains, en tout cas pour les structures spécialisées, elles fonctionnent plutôt, à ma connaissance, avec certains vélocistes qui leur fournissent parfois des pièces d'occasion. Donc il y a des choses qui existent et sans doute des potentiels encore de développement. Peut-être pour renfoncer un peu le clou, mais dans les différents espaces de travail qui sont animés, c'est aussi ça l'enjeu. Hein, derrière, c'est aussi comment on peut favoriser la mutualisation et la coopération pour faciliter l'opérationnel, le rendre plus efficient et puis aussi aider au changement d'échelle aussi. Voilà, il y a différentes initiatives ici et là, mais voilà, il y a des problématiques aussi il y a des réflexions qui se posent aussi dans le 49 sur des enjeux de mutualisation logistique aussi, voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Manon, je ne sais pas si vous voulez poser votre question en direct. Merci. Oui, bonjour. Manon Gouget, chargée de mission environnement à Montfort Communauté. Moi, j'avais une question assez précise du coup, mais en fait, à Montfort, on utilise souvent, enfin comme toute collectivité, des bâches de communication quand on a des événements ou autres. Et du coup, je sais que la chargée de communication, elle recherche actuellement à revaloriser ces bâches. Donc, ça fait un petit moment qu'on les stocke dans l'optique de pouvoir les revaloriser. Je crois qu'elle a quelques pistes, mais voilà, je vous pose directement la question si vous avez connaissance d'une structure qui pourrait revaloriser ces bâches. Voilà, je suis preneuse. Je veux bien répondre là-dessus aussi. Donc sur les bâches, alors peut-être que ma réponse ne sera pas exhaustive. En tout cas, j'ai en tête au moins 2 structures. La plus proche de chez vous, ce sera Catarmor, qui est un ESAT basé à Saint-Malo, qui fait une gamme de maroquinerie notamment à partir de bâches. Et il me semble qu'il y a aussi une structure qui s'appelle Océan, qui est basée dans le Finistère, qui a ce type d'activité aussi. Et puis après, c'est aussi en fonction des demandes, des activités que certains acteurs peuvent développer, notamment ceux qui ont des ateliers couture en ESAT et sans doute d'autres encore. D'accord, mais merci beaucoup. Alors, il y a Guillaume de Paimpol Agglomération qui a une question également. Je ne sais pas si vous voulez la poser en direct, ça permet d'être plus précis. Bon, là, c'est Oui, bonjour. Effectivement, c'est donc Guillaume Biraud, chargé de mission prévention des déchets au sein de Guingamp Paimpol Agglomération.
C'était une question assez précise aussi, plutôt sémantique, sur, donc vous utilisez dans le diaporama les deux termes recyclerie et ressourcerie. Et je voulais savoir quelle différence vous faisiez entre ces deux termes et si c'est uniquement le fait d'adhérer ou non au réseau national des ressourceries voilà, qui fait la différence. Est-ce qu'une ressourcerie, finalement, est aussi une recyclerie? Je veux bien répondre là-dessus, on va y revenir dans la deuxième partie, mais effectivement, c'est quand même le point d'entrée là pour différencier les deux termes. Le terme ressourcerie, en fait, c'est une marque déposée du réseau national des ressourceries. Donc, les structures qui se nomment ressourceries sont des adhérents du réseau national. Et pour adhérer au réseau national, il y a quand même un système d'adhésion à une charte et qui inclut des spécificités en matière de collecte notamment. Mais effectivement, les ressourceries sont bien des recycleries. C'est le même type d'activité. Est-ce qu'on peut considérer qu'une recyclerie, c'est le terme générique et que de toute façon, une ressourcerie est une recyclerie? Oui, c'est une bonne synthèse. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, on peut passer à la question suivante, monsieur Le Faucheur. Je ne sais pas si vous voulez poser votre question en direct. Oui, bonjour, on m'entend? Oui, on vous entend très bien, oui, oui. Oui, la question, c'est voilà, avec tout ce qui est annoncé comme chantier à venir, dans le cadre notamment du plan de relance ou dans le cadre de réhabilitation des friches, dans quelle mesure on pourrait réutiliser et comment on peut bien sourcer en fait les structures qui pourraient fournir aussi justement ces chantiers publics en matériaux. Voilà, en matériaux déjà bien déconstruits ou issus d'autres. Comment on peut, comment dire, c'est à deux niveaux, c'est comment on peut réutiliser les matériaux de ces chantiers qui vont être déconstruits et comment on peut réutiliser des matériaux pour réhabiliter ces futurs chantiers. Ok, donc plutôt la problématique de réintégration des matériaux réemployés dans les nouveaux Oui, chantiers. dans les chantiers, c'est-à-dire on a bien des clauses d'insertion, par exemple, dans les marchés. Est-ce qu'on peut avoir des clauses, par exemple, de réemploi dans les marchés publics, d'une part, et du coup, de l'autre côté, c'est comment aussi on peut bien identifier les acteurs qui pourraient récupérer aussi tous ces chantiers de déconstruction ou démolition à venir. Alors, je veux bien répondre, peut-être ce sera une réponse partielle, mais ça annonce un peu, on y répondra peut-être sans doute plus longuement lors du webinaire, parce que c'est une vaste question, ça, au-delà des clauses. Alors, il y a évidemment la problématique des clauses. Déjà, alors avant de réintégrer dans les bâtiments, il y a une vraie problématique de comment on récupère et en tout cas, on fait la dépose sélective qui permet de réemployer les matériaux, les conditionner et les emmener en plateforme par l'intermédiaire d'une plateforme, éventuellement vers un autre chantier. Mais il y a déjà toute la problématique de dépôt sélectif et d'identification du gisement sur un bâtiment qui est encore balbutiante et qu'il faut intégrer un peu plus systématiquement dans les chantiers. Donc, il y a notamment le diagnostic ressources là, qui devient obligatoire dans le cadre de la loi AGEC, qui va sans doute faciliter l'augmentation de ce gisement-là. Et puis après, il y a toute la problématique de réintégration. En effet, alors il y a différentes études qui se font à l'échelle agglomération pour avoir notamment une vision un peu globale justement des ressources et du gisement sur un maillage de 10 ans, par exemple, parce qu'à un moment donné, c'est une problématique de gestion du bâtiment avec ses ressources assez globales à l'échelle d'un territoire. Donc ça peut être des outils qui aident aussi. Sur l'aspect sourcing, en effet, on est à l'émergence de l'apparition d'acteurs et de connaissances de cette filière et des compétences qui sont liées. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc là, il y a une plaquette qui va sortir, qui va rendre visible cette 10-15aine d'acteurs, en tout cas acteurs ESS qui sont appliqués sur la filière. Donc, c'est aussi un outil qui va être
qui va favoriser toutes ces problématiques-là pour les collectivités, puisque avec une meilleure connaissance des acteurs et des compétences associées. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, c'est une vaste question, donc ça permet d'avoir des premiers éléments de réponse. Et peut-être pour préciser qu'il y aura un webinaire consacré à ce sujet-là à l'automne prochain, donc on pourra revenir un petit peu plus dans le détail sur le sujet. Alors, ok. Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc on peut peut-être enchaîner avec la séquence 2. En plus, on a… Oui, ça marche. Alors, hop, si j'arrive à faire défiler à nouveau, ça y est. Donc, sur la deuxième partie, là, on va se consacrer plus précisément aux modalités de partenariat possibles entre les EPCI et les recycleries-ressourceries. Comme je vous le disais, en fait, c'est un sujet sur lequel on est régulièrement questionné. Donc, pour commencer, là, je vous rappelle que ce que disait Baptiste, on a dénombré 59 recycleries-ressourceries dans notre enquête là, en début d'année. Donc, si on devait s'aventurer sur une définition, une recyclerie, c'est un centre qui a pour vocation de récupérer, valoriser ou réparer des produits d'occasion ou usagés en vue de leur revente au grand public et puis qui s'approvisionnent principalement hors achat. Donc, comme le disait Baptiste également, elles peuvent être généralistes ou spécialisées. Et puis, dans le cadre de notre enquête, là, on a intégré dans ces 59 structures les 7 communautés Emmaüs présentes en Bretagne. Et puis, on peut distinguer aussi les 5 ressourceries. Donc, on en a déjà parlé dans le cadre des questions là, précédemment. Ce sont les structures qui ont fait le choix d'adhérer au réseau national des ressourceries et donc à la charte associée. Et puis, il y a également 5 recycleries spécialisées donc sur des flux particuliers, notamment les matériothèques. Il y a également d'autres flux un peu plus spécifiques, donc, comme les jouets là, avec Tijouet dont on a parlé également. Et on a 15 projets qui sont dans les cartons au minimum. Donc, on voit bien là que c'est un secteur qui est en forte croissance. En termes d'apport pour le territoire, on est pas mal rentré sur l'entrée déchets. Donc, évidemment, c'est un élément important parce que ces structures-là permettent de diminuer les tonnages à collecter par les EPCI. Mais au-delà de ça, c'est aussi des structures qui vont permettre d'économiser les ressources par l'allongement de la durée d'usage des produits. Ça permet de diminuer le nombre de produits neufs à fabriquer. Et puis, sur d'autres thématiques, les recycleries et ressourceries, ce sont aussi des projets qui vont permettre de créer de l'activité économique et des emplois non délocalisables en insertion ou par des emplois pérennes. Ce sont aussi des outils de mobilisation citoyenne et de dynamisation de la vie associative. Comme ça a été dit, il y a énormément de bénévoles qui s'investissent dans ces projets-là. Donc, ce sont aussi des espaces de vie et de rencontre, de création de liens sociaux, et qui peuvent être aussi des partenaires privilégiés pour les collectivités dans le cadre de leurs plans locaux de prévention des déchets ménagers assimilés pour travailler à la sensibilisation des habitants et œuvrer au changement de comportement. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai oublié la question du fait que ces structures-là vont être aussi des supports aux solidarités et au pouvoir d'achat par la revente d'objets à bas coût, mais aussi par des opérations à vocation sociale plus ponctuelles, comme des opérations d'ameublement de familles en difficulté, par exemple. Donc, ce que ça montre un petit peu, ce panorama aussi, c'est qu'au-delà du service déchets, plusieurs autres services des collectivités peuvent être intéressés pour travailler avec les recycleries et notamment, par exemple, le service développement économique, vie associative, action sociale, etc. Donc, on observe quand même une petite évolution là, avec une approche davantage multisectorielle des partenariats au sein des collectivités. Dans les faits, justement, dans le cadre de notre enquête, là, il y a 42 recycleries qui ont déclaré avoir au moins un partenariat noué avec une collectivité, parfois sur le même type de partenariat, là, comme la collecte en déchetterie. Et on note notamment qu'il y a 13 structures qui ont déclaré percevoir des subventions de fonctionnement.
Sur ce point-là, justement, on note que c'est un élément essentiel, le soutien des collectivités à ces projets-là, parce que la majorité des recycleries bretonnes ne couvrent pas l'ensemble de leurs coûts avec leur seule vente. Il y a des activités, notamment à vocation sociale, qui ne sont pas valorisées dans le modèle économique aujourd'hui. Par exemple, sur les associations d'emploi pérenne, qui sont les plus nombreuses, on observe un niveau d'autonomie moyen de 60 à 80% de leur budget. Donc, c'est évidemment des grandes tendances là, qui sont données. Hein. Il y en a certaines pour qui le taux d'autonomie est plus élevé. Mais en tout cas, au bout de 3 ans, on observe que l'autonomie tend à atteindre le chiffre de 80%. Et sur ce sujet-là, la question des locaux a vraiment un impact significatif pour les projets, parce que ce sont des projets qui ont besoin d'énormément de surface pour le stockage, la valorisation, la réparation, la vente, etc. Le cas des chantiers d'insertion est différent parce que, pour le coup, de par les textes, maximum 30% de leur chiffre d'affaires peut être issu de la commercialisation des biens et services qu'ils produisent. Et puis, on a aussi 6 associations bénévoles, mais en général, c'est une étape préalable à l'emploi. Les partenariats entre les collectivités et les recycleries peuvent prendre différentes formes en fonction du degré de maturité des projets. Pour soutenir les projets émergents, il y a plusieurs modalités possibles de soutien de la part de la collectivité, de soutien ou de création du partenariat. Tout d'abord, la contribution aux études de faisabilité en apportant des chiffres ou des éléments d'analyse des flux ou des besoins qui peuvent être aussi en lien avec le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Il y a la participation au financement de ces études de faisabilité, donc en cofinancement d'autres outils qui existent, notamment du côté de l'ADEME, ou bien certaines collectivités qui peuvent aussi initier ces études-là en co-construction avec les acteurs. Et puis, il est possible aussi d'apporter une aide au démarrage et notamment d'appuyer les structures dans la recherche de leurs locaux. Ce que je disais de ce côté-là, c'est vraiment un élément décisif là, dans le modèle de fonctionnement et dans le modèle économique des structures. Donc, il est possible aussi pour certaines collectivités de mobiliser plusieurs services sur la recherche des locaux, peut-être pour les identifier, éventuellement aller jusqu'à en préempter. Voilà. C'est un élément crucial dans le soutien au projet. Sur le soutien au fonctionnement, il y a là aussi plusieurs volets possibles d'action. Sur la partie soutien opérationnel, il y a un élément essentiel, c'est de travailler sur la question du fonctionnement en déchetterie, avec la possibilité de mettre à disposition des caissons de réemploi, des containers, travailler sur le retour des invendus en déchetterie, ou pourquoi pas travailler sur la formation des agents des déchetteries au réemploi. Sur la partie logistique de collecte, on a là aussi un élément clé, avec certaines collectivités qui vont prendre en charge tout ou partie du transport des objets collectés en déchetterie vers les recycleries. Donc, c'est le cas à Redon Agglomération ou à Rennes Métropole, par exemple. Sur ce point-là, il y a aussi l'Agnon Trégor Communauté qui a fait la proposition d'intégrer la recyclerie au sein de la déchetterie. Et puis, le dernier volet, c'est la question de la communication. Là aussi, on s'inscrit dans le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés sur la sensibilisation des habitants au réemploi. Et évidemment, les recycleries sont un outil intéressant pour les collectivités pour travailler sur cet aspect-là. Sur la partie soutien financier, donc il est possible d'opter pour une subvention de fonctionnement globale, un peu pour service rendu au territoire. Et donc, dans ce cas-là, on va intégrer l'ensemble des dimensions du projet, économique, social, environnemental. C'est le cas, par exemple, à Vitré Communauté, qui accorde 20 000 € annuels à la recyclerie de son territoire, ou Pouer Communauté, qui accorde, elle, 30 000 € annuels à la recyclerie du territoire.
Il y a dans les faits d'autres modalités qui sont pratiquées. Certaines collectivités font le choix de calibrer leurs subventions en fonction des tonnages de déchets à éviter. Du coup, c'est une piste intéressante qui permet un premier niveau de soutien. Dans les faits, les retours d'expérience montrent qu'il y a des limites à ce fonctionnement-là, notamment le fait que ça permet de valoriser les déchets évités en déchetterie. Néanmoins, on est sur des projets qui travaillent essentiellement à partir d'apports volontaires et de dons. Et puis, ça ne couvre pas l'ensemble des activités de la recyclerie, bien sûr, sur les aspects de valorisation, de vente, mais aussi les activités sociales. Il y a certaines collectivités qui vont faire le choix de mettre en place des subventions fléchées, justement, sur certaines activités en particulier, la sensibilisation, des opérations sociales ponctuelles. Je parlais de l'ameublement, par exemple, de familles en difficulté. Autre modalité de soutien financier possible, ce sont les aides aux investissements. Donc là aussi, en complément d'autres outils qui existent, notamment du côté de l'ADEME, encore une fois. Par exemple, sur les locaux ou les véhicules. Il est aussi possible de passer par des avances de trésorerie pour permettre aux recycleries de pouvoir accéder aux fonds européens. Ou travailler sur la mise en place de tarifs adaptés pour les locaux. Comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises, c'est vraiment un élément clé dans le modèle économique des structures. Sur ces sujets-là, on est souvent questionné sur le cadre dans lequel ça s'inscrit. Et donc, les aides au projet sont des subventions si le projet est à l'initiative de l'association ou co-construite avec elle. En dessous de 23 000 € par an, la convention n'est pas obligatoire. Au-dessus, elle est obligatoire. Dans tous les cas, c'est assez intéressant de mettre en place une convention pour poser les bases du partenariat entre la collectivité et la recyclerie. Et si le soutien dépasse 200 000 € sur 3 exercices fiscaux, dans ce cas-là, la recyclerie doit être reconnue comme service d'intérêt général, à laquelle autour de laquelle doit se mettre en place également une convention pour sécuriser le partenariat. Les marchés publics, ça concerne les actions qui sont réalisées à l'initiative de la collectivité et on en voit, par exemple, sur la mise en place de prestations pour faire appel aux recycleries sur des prestations de sensibilisation, par exemple, ou de collecte en déchetterie. Hop. Pour terminer un petit peu ce panorama, il y a aussi des collectivités qui font le choix d'impulser ou de soutenir des projets multi-acteurs pour permettre leur changement d'échelle. Donc là, on a sélectionné deux exemples. Le projet de C3R, la plateforme solidaire du Rouennais, qui est une plateforme unique où les déchets, les objets, les matières sont triés et traités par les acteurs ESS et par filière. C'est un élément intéressant aussi d'inspiration. Et puis, il y a le projet de Nantes Métropole aussi, le projet 3R, dans lequel sont rassemblées 11 structures de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un projet qui est orienté sur la montée en compétences et sur la mise en place d'un outil industriel de réemploi. Voilà un petit peu pour la présentation ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais peut-être, je vois que le temps a pas mal filé, donc pour terminer, vous allez pouvoir retrouver tous nos contacts là sur le site internet ss-bretagne.org. Et puis, on vous enverra la présentation de ce matin. Vous pourrez retrouver aussi des liens pour aller plus loin, avec notamment le panorama complet là, qui a été présenté dans la première partie par Baptiste, pour en savoir plus sur les acteurs du réemploi social et solidaire en Bretagne. Et puis, sur la partie que je viens de présenter, on a créé une fiche mémo qui va être un peu plus complète forcément que la présentation que je vous ai faite ce matin, si vous voulez creuser. Et puis, on le disait, là, il y a une prochaine édition du circulaire qui sera prévue à l'automne sur la question des matériaux.
Et si vous voulez recevoir davantage d'informations sur le sujet, on a mis en place une newsletter consacrée qui s'appelle la Circulette. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter. Je laisse la place aux questions si jamais il y en a une ou deux. Il y avait deux éléments dans le chat là, donc Servan, je ne sais pas si ça a appelé, en tout cas ça semblait être une observation, je ne sais pas si ça a appelé une question donc sur la difficulté de mobilisation des EPCI sur des activités spécialisées. Bon, je ne sais pas si Servan, vous voulez poser votre question en direct ou si c'est juste une observation. C'était juste une remarque en fait et qui appelait non pas une question mais peut-être certains témoignages si certains participants ici sont passés par là. J'ai eu le cas dans des études que j'ai pu accompagner de ressourceries qui étaient vraiment sur des activités spécialisées et le PCI avançait l'argument bah oui mais c'est pas notre compétence, enfin on n'est pas concerné par ce type de déchets. Et du coup voilà une difficulté à les mobiliser. Je ne sais pas si certains veulent rebondir là-dessus. Peut-être un élément de réflexion assez brièvement, et puis on pourra y revenir lors du webinaire à l'automne, mais deux éléments de réponse. Le premier, c'est que de plus en plus de collectivités s'y intéressent, notamment via les programmes territoires économie ressources qui invitent les collectivités à élargir leur approche du déchet, pas uniquement sur les déchets ménagers, mais aussi sur les déchets pro. Et puis, deuxième élément de réponse, c'est ça questionne aussi l'angle sous lequel on prend l'activité. Est-ce qu'on le prend uniquement sous l'angle de la politique déchets de la collectivité ou est-ce qu'on le prend aussi sous l'angle de sa politique de développement économique? Donc, voilà, c'est des pistes un peu brèves, mais on aura l'occasion d'y revenir prochainement. Si je peux me permettre de rajouter un petit point, Philippe Fillette, Atelier Fouet Nantais, ça concerne les filières REP parce que on a quand même sur cette partie-là de la problématique de disposition du flux. Les premiers éco-organismes étaient des éco-organismes qui ne prenaient pas la pleine propriété de la matière, mais toutes les filières REP partent sur des éco-organismes opérationnels qui signent avec les collectivités un contrat d'engagement et effectivement la collectivité est dépossédée complètement du bien. C'est bien l'éco-organisme qui est propriétaire de la matière à partir du moment où le produit est déposé sur le sol de la déchetterie. Donc, à partir de là, ça peut poser effectivement certaines difficultés et ça veut dire qu'il faut de toute manière un accord avec l'éco-organisme pour que le flux puisse être détourné. Ok, merci pour ces compléments. J'avais juste une dernière question, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, mais de Cédric du projet Territoire Zéro Chômeur. Agrément ESUS, point d'interrogation. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Voilà. Peut-être repréciser le sigle, effectivement, il n'était pas précisé, c'est Entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément qui est accordé par l'État aux entreprises sociales qui s'inscrivent dans les valeurs et le fonctionnement des structures de l'ESS. Donc, pour être reconnu l'utilité sociale, c'est une demande qui doit être faite auprès de l'État. Voilà, plus de questions. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Et puis, rendez-vous au prochain circulaire, si vous le souhaitez, sur la filière matériaux à l'automne. Merci, au revoir.